Imaginez être arraché à tout ce que vous connaissez, voir votre liberté vendue pour payer des dettes qui n'étaient pas les vôtres. Et tout cela parce que vous portez un secret que vous n'avez pas choisi. Le sang d'un père qui ne l'a jamais reconnu. C'est l'histoire d'Elias, un jeune homme né bâtard qui a vécu comme serviteur, mais qui a trouvé dans l'amour d'une duchesse la force de réécrire son destin. Mais avant de nous lancer dans cette aventure passionnante, laissez-moi un petit conseil. Si vous aimez les histoires d'époque pleines de romances et d'obstacles à surmonter, laissez un j'aime pour que je sache que je suis sur la bonne voie. Et abonnez-vous à la chaîne. Nous travaillons dur pour atteindre les 1000 abonnés et débloquer de nouvelles fonctionnalités incroyables sur YouTube. Votre abonnement nous aidera à nous développer et à vous proposer encore plus d'histoires touchantes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, car je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer ce que je vous réserve pour les prochains épisodes. L'aube d'octobre 1805 était encore glacée par la brume lorsqu'Elias se réveilla, non pas au chant des coqs, mais au bruit sourd des bottes qui approchaient de l'écurie où il dormait depuis 20 ans. Ses yeux bruns, aussi intenses que des braises endormies, s'ouvrirent pour voir 3 fonctionnaires de la cour pousser la porte. « Lève-toi, espèce de salaud !» gronda le plus grand d'entre eux, un homme à la barbe grise et à la cicatrice qui allait de l'œil à la bouche. « Les dettes de ton maître ont été réclamées et tu les paieras. » Elias se redressa lentement, chaque muscle de son corps athlétique tendu comme la corde d'un arc. À 20 ans, il était l'incarnation parfaite de la contradiction. Il avait la prestance fière et les traits aristocratiques du père qui l'avait abandonné, mais les mains calleuses et la peau marquée par le soleil de celui qui avait toujours servi. Ses cheveux noirs tombaient en désordre sur son front, encadrant un visage qui, même dans l'adversité, gardait une dignité qui dérangeait son entourage. La loi anglaise était cruelle, mais claire. Lorsqu'un propriétaire accumulait des dettes impayables, ses serviteurs sous contrat pouvaient être transférés à ses créanciers en guise de paiement. Elias, en tant que bâtard sans droit, était considéré comme la propriété de la maison, une âme liée par des contrats qu'il avait signés à 14 ans pour s'assurer un toit et de la nourriture. Tandis que les officiers le tenaient par les bras avec une force excessive, l'administrateur de la succession en faillite, un homme rondouillard portant une perruque poussiéreuse, apparut dans la cour, portant un parchemin scellé. Sa voix résonna dans l'air froid du matin. Par ordre de la Cour des dettes de Londres, le serviteur sous contrat Elias, âgé de 20 ans, doit être transféré aux enchères publiques pour s'acquitter des dettes impayées sur cette propriété d'une valeur de 300 livres. Chaque mot était comme un coup de fouet. Elias savait que ce jour viendrait. Les bâtards étaient toujours les premiers à payer pour les erreurs de leur maître. Mais connaître son destin et l'accepter étaient 2 choses totalement différentes. Ce qui le blessait le plus n'était pas l'humiliation d'être traité comme une marchandise servant à rembourser les dettes d'autrui. C'était la présence silencieuse de son véritable père parmi les observateurs. Lord Edmund Ashworth, l'homme qui l'avait engendré lors d'une nuit de passion avec une servante, regardait maintenant, impassible, son propre sang être emporté par les chaînes. Pas un tremblement à ses lèvres, pas une lueur dans ses yeux, seul le silence lâche de celui qui préférait oublier qu'il avait autrefois aimé, ne serait-ce qu'une nuit, la femme morte en donnant naissance à son fils. La vente aux enchères des contrats de servitude sur la place centrale de Londres était un spectacle qui se tenait tous les lundis et qui attirait toutes sortes de personnes. Des propriétaires fonciers à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, des marchands ayant besoin d'aide et des curieux venus assister au théâtre des besoins humains. Elias fut placé sur une estrade en bois vermoulu, les chaînes de fer lui entaillant les poignets. Le commissaire-priseur officiel, un homme mince à la voix aiguë, commença à énoncer ses attributs comme s'il décrivait un cheval. « Regardez-moi ce type, 20 ans, costaud comme un bœuf, avec un dos large, parfait pour tous les métiers. Regardez ses muscles, cette posture. » La foule se rassembla, certains évaluant son physique.
Il sait lire, écrire et compter, un atout majeur pour ceux qui recherchent plus que de la force brute. Contrat minimum de 7 ans. Des rires nerveux résonnèrent sur la place. Une femme voilée de noir lança à son ami « Quel gâchis ! Avec son apparence, il serait plus utile à des tâches plus domestiques. » D'autres murmures malveillants. Elias garda le visage impassible, mais intérieurement, chaque mot était une lame tranchante qui transperçait son âme. Les enchères commencèrent modestement. 15 livres pour le contrat. 20, 30. Chaque chiffre crié représentait des années de vie échangées. Un fermier offrit 40 livres, criant qu'il cherchait quelqu'un pour dresser des chevaux sauvages. Un marchand de tissus en offrit 50, intéressé par des compétences en lecture. Puis le bruit de sabots élégants sur la pierre attira l'attention de tous. Le murmure de la foule cessa brusquement. Un carrosse aux chevaux laqués d'or et blancs comme neige s'arrêta devant l'estrade. Et de là surgit une silhouette à couper le souffle même aux plus moqueurs. La duchesse Isabelle de Montclair était une vision indescriptible. À 28 ans, elle possédait une beauté éthérée, comme sculptée par les anges et polie par la mélancolie. Ses cheveux blonds blés étaient rassemblés en une coiffure élaborée qui révélait la ligne délicate de son cou. La robe bleu saphir qu'elle portait était un murmure de soie et de velours qui ondulait comme de l'eau autour de son corps élancé. Mais ce sont ses yeux qui frappèrent véritablement. Bleus comme la glace du plus rude hiver, capable de transpercer l'âme de n'importe quel homme d'un seul regard. Veuve depuis 4 ans après avoir perdu son mari dans un accident de cheval, Isabelle était devenue une légende vivante, belle, riche, inaccessible et éternellement seule. Elle n'était pas venue à la maison de vente aux enchères par hasard. Elle avait besoin d'un gérant pour ses propriétés rurales, quelqu'un de jeune, intelligent et sans attache familiale, capable de se consacrer pleinement à son travail. L'une de ses servantes avait mentionné un jeune homme étonnamment bien élevé qui devait être mis aux enchères ce jour-là. Mais à l'instant où son regard croisa celui d'Elias, quelque chose d'inexplicable se produisit. C'était comme si 2 âmes se reconnaissaient par-delà le temps et les barrières sociales. Elias, qui avait jusque-là gardé le regard baissé, leva les yeux et croisa le sien. L'espace d'un instant qui sembla éternel, ils oublièrent qu'ils étaient sur une place publique, lui enchaînée, elle libre. Il y avait quelque chose dans ce regard brun qui la toucha inexplicablement, un mélange d'orgueil blessé et d'intelligence qui refusait de s'affaiblir. 80 livres pour un contrat de 7 ans, dit-elle d'une voix cristalline. Le commissaire-priseur faillit s'étouffer. La foule murmura sous le choc. 80 livres pour un acte de vente sous caution, c'était une somme extraordinaire. 80 livres pour la très illustre duchesse de Montclair, balbutia le commissaire-priseur. Quelqu'un offrirait-il plus de 80 livres? Le silence était absolu. Personne n'osait rivaliser avec une duchesse, surtout avec la réputation et le pouvoir d'Isabelle. D'un geste élégant, elle indiqua à ses serviteurs d'effectuer le paiement et de préparer les documents de transfert. Alors qu'on lui retirait les menottes et qu'on signait les papiers, Elias jeta un dernier regard à la foule et aperçut le visage de son vrai père dans l'assistance. Lord Ashworth détourna rapidement le regard, comme il l'avait fait tout au long de la vie de son fils. Mais cette fois, Elias sourit, un sourire amer, mais aussi libérateur. Peut-être le destin lui offrait-il enfin une seconde chance. Le domaine de la duchesse était un monde à part. Ses hauts murs dissimulaient des jardins aux allures de tableaux, avec des roseraies parfaitement alignées, des fontaines en marbre italien et des bosquets où les cerfs paissaient en liberté. Le manoir, construit dans le style palladien, se dressait majestueusement, avec ses colonnes blanches et ses immenses fenêtres qui captaient chaque rayon de soleil. Elias fut d'abord logé dans une maison en pierre, séparée réservée aux administrateurs, un espace simple mais digne, composé de 2 pièces, d'une cheminée et d'une petite bibliothèque, un luxe qu'il n'avait jamais connu.
On lui procura des vêtements dignes de sa nouvelle fonction. Un pantalon en laine fine, des chemises en lin blanc et un manteau marron qui mettait en valeur ses larges épaules. Pour la première fois de sa vie, lorsqu'il se regarda dans le miroir, il ne vit pas un bâtard rejeté, mais un homme qui pouvait trouver sa place partout. Ses responsabilités étaient vastes. Superviser les travaux agricoles, gérer les finances des petites exploitations, négocier avec les fournisseurs et tenir les registres détaillés exigés par Isabelle. À la surprise générale, y compris la sienne, Elias s'est révélé non seulement compétent mais aussi brillant. Il avait un sens inné des chiffres et une capacité impressionnante à résoudre les conflits entre ouvriers. Isabelle l'observait discrètement depuis la fenêtre de son bureau, tandis qu'il organisait les équipes de travail ou examinait les livres de comptabilité avec une concentration intense. Une élégance naturelle dans ses gestes trahissait ses origines modestes. Plus impressionnante encore était la manière respectueuse et ferme dont il traitait les nobles visiteurs comme les plus humbles travailleurs. Les premières semaines, leur relation fut strictement professionnelle. Elle était « Votre Grâce » et lui « Lord Elias ». Ils se rencontraient chaque matin pour discuter de questions de succession, lui gardant toujours la distance respectueuse qui convenait à sa position. Mais il y avait quelque chose dans leur regard qui s'attardait une seconde de trop, la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'elle lui parlait, la façon dont il se redressait inconsciemment lorsqu'elle entrait dans la pièce. Leur première conversation en face à face eut lieu par un après-midi pluvieux de novembre. Isabelle était dans sa bibliothèque, une vaste pièce aux étagères qui s'étendait du sol au plafond, en train de parcourir sa correspondance lorsqu'elle remarqua que de l'eau commençait à s'infiltrer par la fenêtre mal fermée, menaçant des manuscrits rares. Elle se précipita pour sauver les documents, mais ne put atteindre les volumes les plus hauts. « Permettez-moi de vous aider, votre grâce », dit Elias, en apparaissant dans l'embrasure de la porte, les rapports mensuels à la main. Sans attendre de réponse, il grimpa à l'échelle en chêne et commença à retirer les livres des étagères supérieures. Leurs doigts se rencontrèrent, tandis qu'elle agrippait le pied de l'échelle pour la stabiliser. Le contact fut comme un éclair, bref, mais suffisant pour allumer quelque chose qui n'aurait pas dû exister entre eux. « Vous avez des mains prudentes pour quelqu'un qui a travaillé avec des chevaux pendant si longtemps », observa-t-elle en le regardant manipuler les volumes anciens avec révérence. « Ma mère m'a appris que les livres sont des trésors, votre grâce. Elle disait que chaque page recelait la sagesse de quelqu'un qui voulait partager ce qu'il avait appris. Pour la première fois, Isabelle lut la vulnérabilité dans ses yeux marrons. Ta mère semble avoir été une femme exceptionnelle. Ouma, il était la seule personne qui me voyait comme plus qu'un accident gênant. » Le silence qui suivit fut empreint d'une compréhension mutuelle. Ils connaissaient tous deux la solitude, chacun à leur manière. L'hiver arriva tôt cette année-là, en 1805, recouvrant le domaine d'un manteau de neige qui sembla isoler encore davantage leur intimité. Et avec le froid, quelque chose se forma entre Isabelle et Elias, une proximité dangereuse qui grandit comme un feu nourri en secret. Les réunions matinales commencèrent à s'éterniser. Isabelle inventait des questions supplémentaires sur l'entreprise. « J'ai besoin de mieux comprendre les coûts du fourrage » ou « Expliquez-moi encore ces chiffres de récolte de blé ». Elias, quant à lui, commença à présenter des rapports de plus en plus détaillés, trouvant toujours des raisons de prolonger ses explications. La première fois qu'ils se touchèrent intentionnellement, ce fut lorsqu'elle dévala les escaliers de la bibliothèque portant trop de livres. Il la saisit par le bras et la taille, arrêtant une chute qui aurait pu être grave. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi. Elle s'appuya contre lui, se regardant dans les yeux comme s'ils étaient seuls au monde. Son parfum, un mélange de rose et de jasmin, envahit ses sens. La force dans ses bras, la sécurité qu'il dégageait, firent battre son cœur comme elle n'en avait pas ressenti depuis des années. « Merci, monsieur Elias », murmura-t-elle, sans s'éloigner immédiatement. « Toujours à vos ordres, votre grâce. »
répondit-il, également réticent à la libérer. Ils franchissaient une ligne dangereuse, et ils le savaient tous les deux. Des gestes subtils commencèrent à apparaître. Une tasse de thé chaud laissée sur son bureau lors des matins les plus froids. Un recueil de poésie oublié sur le banc où il déjeunait habituellement, toujours ouvert à une page qui semblait soigneusement choisie. Des fleurs fraîches apparaissant sur son bureau sans explication. Martha Blackwood, gouvernante depuis plus de 20 ans, commença à remarquer ces petits changements dans la routine. Elle, qui connaissait les moindres habitudes, les moindres caprices et les moindres besoins de la duchesse, remarqua quelque chose de différent. Isabelle souriait davantage, prenait mieux soin de son apparence et changeait même de parfum. Et l'atmosphère de la maison était différente en présence du jeune intendant. « C'est impossible », murmura Martha, en rangeant le vaisselier avec plus de vigueur que nécessaire. Une duchesse ne s'intéresse pas à un domestique, aussi poli soit-il. Mais le cœur, comme nous le savons tous, obéit rarement aux règles de la société ou à la logique de la raison. Le tournant fut une nuit de décembre, lorsqu'une tempête abattit des arbres et endommageait une partie du toit de la maison principale. Elias travailla toute la nuit avec les autres hommes pour effectuer des réparations d'urgence, rentrant au manoir au petit matin, trempé et épuisé. Isabelle, qui avait veillé toute la nuit à s'inquiéter des dégâts, le trouva dans le hall d'entrée. Il retirait son manteau mouillé, ses cheveux noirs plaqués sur son front, sa chemise transparente lui moulant le corps, tonifié par l'effort physique. « Monsieur Elias, êtes-vous blessé ?» demanda-t-elle en s'approchant et en voyant une légère coupure sur son front. « Juste une égratignure, votre grâce, rien de tel. » Elle ne le laissa pas finir. Doucement, elle toucha la blessure du doigt, l'examinant à la lueur de la bougie. Il ferma les yeux à ce doux contact, luttant contre l'envie de lui couvrir la main. « Il faut le nettoyer, dit-elle presque à voix basse. « Viens, je m'en occupe. » Elle l'emmena à la cuisine, où elle prit de l'eau propre et des linges doux. Tandis qu'elle nettoyait soigneusement la plaie, leurs visages étaient très proches. Elle sentait son souffle, et il distinguait chaque détail de ses yeux bleus qui le fascinaient. « Là, dit-elle, mais elle ne s'éloigna pas. « Isabelle », murmura-t-il son nom pour la première fois, oubliant tous les protocoles. Elle ne le corrigea pas. Au lieu de cela, elle lui toucha doucement le visage du creux de la main. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je sais que c'est fou. Je sais que je ne devrais pas. Je sais que c'est impossible. Mais je n'arrête pas de penser à toi. »« Moi non plus, » admit-il en lui couvrant la main. « J'essaie de me convaincre que c'est juste de la gratitude, du respect pour la femme qui m'a offert une vie décente. Mais c'est bien plus que ça. » Et puis, inévitablement, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser doux au début, presque craintif, mais il s'intensifia lorsqu'elle répondit en enroulant ses bras autour de son cou. C'était un baiser empli de désirs refoulés, d'un amour qu'elle savait interdit, mais qu'elle refusait de mourir. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés et conscients de la ligne qu'ils venèrent de franchir. « Cela change tout, » murmura-t-elle. « Pour le meilleur ou pour le pire ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux plus prétendre que ce que je ressens n'est que de la chaleur. » Ils ne virent pas l'ombre se déplacer derrière la porte du garde-manger. Martha, réveillée par le bruit de l'orage, était descendue vérifier l'étanchéité de la cuisine. Il vit tout, son attention à sa blessure, l'intimité du moment, le baiser qui confirma ses pires craintes, le cœur battant et l'esprit bouillonnant d'indignation morale. Elle se retira silencieusement, mais elle savait déjà ce qu'elle devait faire. Martha Blackwood n'était pas une mauvaise femme par nature, mais elle était le produit d'une société rigide qui lui avait appris qu'il ne fallait jamais franchir certaines limites. Elle aimait Isabelle comme sa fille. Elle l'avait aidée à grandir, l'avait réconfortée lorsqu'elle avait perdu ses parents, avait pris soin d'elle pendant son veuvage. Et c'était précisément à cause de cet amour possessif qu'elle ne pouvait accepter ce qu'elle voyait. « Elle a perdu la tête », murmura-t-elle en préparant le petit déjeuner, les mains tremblantes. « La solitude l'a rendue folle. Je dois la sauver d'elle-même. »
Martha commença subtilement, comme le font ceux qui croient à bien faire. D'abord par des commentaires apparemment innocents adressés aux autres servantes. La duchesse se comporte bizarrement ces derniers temps, vous ne trouvez pas? Ou j'espère qu'elle ne fait pas trop confiance à ce nouvel intendant. Puis, remarque plus directe à Isabelle, votre grâce a passé beaucoup de temps à discuter affaires avec Lord Elias. Il serait peut-être préférable de limiter ces rencontres au strict nécessaire, afin d'éviter tout commentaire inutile. Au début, Isabelle s'en fichait. Mais lorsque Martha commença à oublier de servir le thé pendant les réunions matinales ou à interrompre les conversations en prétextant des affaires ménagères urgentes, elle comprit qu'il y avait un problème. La situation se compliqua lorsque Martha décida d'écrire à Lady Catherine Pembroke, l'une des rares amies proches d'Isabelle. La lettre, soigneusement rédigée, exprimait son inquiétude quant à l'état émotionnel de la duchesse et suggérait qu'il était peut-être temps pour elle de retourner à sa vie sociale afin d'éviter une mélancolie excessive. Alarmée, Lady Catherine décida de faire une visite surprise. Elle arriva par un après-midi glacial de janvier, apportant avec elle tous les ragots et la curiosité de la haute société londonienne. « Ah, chère Isabelle, dit-elle en embrassant son amie sur les joues, « tu es magnifique, mais j'ai entendu dire que tu étais très recluse. Ça ne peut pas continuer. » Pendant le dîner, Catherine observa attentivement l'interaction entre Isabelle et Elias. Il servit le vin avec la même courtoisie professionnelle que d'habitude, mais Catherine remarqua, comme toute femme expérimentée, les regards prolongés, la façon dont la voix d'Isabelle s'adoucissait lorsqu'elle lui parlait, la façon dont il se plaçait toujours de manière légèrement protectrice autour d'elle. Intéressant, pensa Catherine, très intéressant. Le lendemain matin, avant de partir, elle entraîna Isabelle dans la véranda pour une conversation privée. « Mais chérie, dit-elle sur le ton de quelqu'un qui s'apprête à donner un conseil important, j'ai quelque chose à te dire en tant qu'amie. Il y a des rumeurs à Londres. » Isabelle sentit son sang se glacer. « Quel genre de rumeurs ? » ?»« À propos de vous et de votre gérant, on dit que vous vous intéressez trop aux affaires des domaines. » Catherine marqua une pause théâtrale. « Et de l'homme qui les gère. »« C'est absurde, » répondit Isabelle en essayant de garder sa voix stable. « J'en suis sûr, mais vous savez comment fonctionne notre société. Parfois, l'apparence d'une inconvenance peut être aussi dommageable que l'inconvenance elle-même. » Après le départ de Catherine, emportant avec elle de nouveaux sujets de spéculation, Isabelle comprit que le filet se resserrait. Les rumeurs finiraient par atteindre les mauvaises oreilles, et ce faisant, ce ne serait pas seulement sa réputation qui serait en jeu. Elias remarqua immédiatement le changement de comportement. Isabelle le traita de nouveau avec une froideur professionnelle, évitant de se retrouver seule avec lui, limitant leur conversation au strict nécessaire. Il comprit, la société commençait à s'imposer, et elle cherchait à les protéger tous les deux. Mais il était trop tard. L'amour qu'ils avaient découvert ne pouvait plus être complètement caché. Il était dans chaque regard, dans chaque mot non prononcé, dans la tension qui flottait dans l'air chaque fois qu'ils se trouvaient dans la même pièce. Et Martha, voyant que ces tentatives subtiles ne fonctionnaient pas, décida qu'il était temps de prendre des mesures plus drastiques. Lord Reginald Fitzwilliam fut toujours un homme aux ambitions disproportionnées par rapport à ses talents. Comte par héritage, mais dépourvu des qualités nécessaires pour occuper ce poste avec honneur, il compensa sa médiocrité par la ruse et l'opportunisme. Pendant des années, il avait courtisé Isabelle sans succès, non par amour, mais pour la fortune et les domaines que le mariage apporterait. Lorsque des rumeurs sur la duchesse et son intendant parvinrent à ses oreilles par l'intermédiaire de Lady Catherine, qui répandit involontairement l'inquiétude pour son ami dans d'autres cercles sociaux, Fitzwilliam vit l'occasion parfaite de détruire la réputation d'Isabelle et peut-être de devenir son sauveur en lui proposant le mariage pour restaurer son honneur. Il commença à enquêter discrètement, engageant des informateurs parmi les domestiques d'autres maisons qui visitaient le domaine de la duchesse.
Il apprit bientôt des détails intimes, les rencontres prolongées, les regards, le changement de comportement d'Isabelle et même l'épisode de la blessure soignée dans la cuisine. Martha, dans son préoccupation maternelle, avait partagé cette information avec une servante de confiance qui la lui avait transmise. Le plan de Fitzwilliam était diabolique dans sa simplicité. Il attendrait le bon moment pour exposer publiquement le scandale, se positionnant comme le défenseur de la moralité et proposant héroïquement de restaurer l'honneur de la duchesse par le mariage. Pendant ce temps, au domaine, la tension montait de jour en jour. Isabelle luttait contre ses propres sentiments, tentant de garder ses distances avec Elias, mais en vain. Devinant son dilemme, il envisagea de partir. Peut-être était-ce le seul moyen de la protéger. La décision fut prise un après-midi de février, lorsqu'il la trouva en train de pleurer seule dans la véranda, tenant une lettre qu'elle venait de recevoir. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, oubliant instantanément le protocole et s'approchant d'elle. « Une amie m'écrit de Londres, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Des rumeurs se répandent. Elles disent que j'ai oublié ma position et le respect dû à la mémoire de mon défunt mari. » Elias eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Isabelle, je pars. Aujourd'hui, je pars loin, là où personne ne me connaît, et les rumeurs s'éteindront faute de carburant. »« Non !» s'exclama-t-elle en lui saisissant le bras. « Je ne peux pas te perdre aussi. J'ai déjà tant perdu. Mes parents, mon mari, et maintenant ma réputation. Tu es tout ce qui me reste de bon. Mais si je reste, je détruirai complètement ta vie. Et si tu pars, tu détruiras mon âme. » Il se tenait là, dans le jardin glacial, main dans la main, conscient que tout choix mènerait à la souffrance. Puis, Martha apparut dans l'embrasure de la porte, l'air mêlé de triomphe et de tristesse. « Votre grâce, » dit-elle solennellement, « il y a des visiteurs dans la salle principale. Des personnalités importantes qui sont venues vous parler de sujets délicats. » Isabelle et Elias se libérèrent rapidement, mais il était trop tard. Martha avait tout vu, une fois de plus. Et cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle apparut Lord Fitzwilliam, accompagné du magistrat local et de 2 témoins respectables. « Duchesse de Montclair, » dit Fitzwilliam avec une fausse courtoisie, « je suis désolé d'interrompre ce moment intime. Mais certaines irrégularités ont été portées à ma connaissance, et en tant que membre de la noblesse et défenseur de la morale chrétienne, je me sens obligé d'enquêter. » Le cœur d'Isabelle battait la chamade, mais elle leva le menton avec dignité. « Quelles irrégularités seraient-ce, monseigneur ? » Relation inappropriée entre une dame de la plus haute lignée et un serviteur sous contrat. Comportement qui porte atteinte non seulement à son honneur personnel, mais aussi à celui de toute la noblesse anglaise. Elias s'avança, s'interposant entre Fitzwilliam et Isabelle. « Monseigneur, s'il y a des accusations à porter, qu'elles soient dirigées contre moi. La duchesse n'est pas coupable de... »« Silence !» s'exclama Fitzwilliam. « Un serviteur ne parle pas en présence de ses supérieurs, sauf s'il est directement interrogé. » L'humiliation était intentionnelle et cruelle. Mais Elias resta ferme, protégeant Isabelle de sa seule présence. Le magistrat, un homme âgé et fatigué qui aurait visiblement préféré être ailleurs, s'éclaircit la gorge. « Duchesse, la loi m'oblige à enquêter sur des plaintes officielles pour mauvaise conduite de la part de la noblesse. Des témoins affirment avoir été témoins d'un comportement inapproprié entre vous et cet homme. » Et Isabelle regarda Martha qui baissa les yeux, incapable de croiser le regard de la fille qu'elle avait aidé à élever. « Et quelle serait la nature précise de ces allégations ?» demanda Isabelle d'une voix calme. « Des rencontres intimes, à des moments inappropriés, des démonstrations physiques d'affection, la négligence des devoirs sociaux appropriés à sa position, » a énuméré Fitzwilliam, savourant chaque mot. « Et quelle serait la sanction si ces accusations étaient confirmées ?» a-t-elle poursuivi, faisant preuve d'un courage qui a surpris tout le monde. Le magistrat hésita. Pour un cerf, travaux forcés ou emprisonnement. Pour une noble dame, perte de titres et de domaines,
et ostracisme social. C'était la condamnation à mort sociale que tout le monde attendait. Mais ce qui s'est passé ensuite était imprévisible. Isabelle se dirigea vers le centre de la pièce, s'arrêtant devant toutes les personnes présentes et déclara d'une voix claire et ferme « Alors je confirme toutes les accusations. J'aime cet homme. Je l'aime non pas malgré ses origines, mais indépendamment d'elle. Et si c'est un crime aux yeux d'une société qui valorise la naissance plus que le caractère, alors je suis coupable et fier de ma culpabilité. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Fitzwilliam sourit avec une satisfaction venimeuse. Il avait obtenu exactement ce qu'il désirait, la confession publique qui anéantirait Isabelle. Mais Ellie ne lui permit pas de se sacrifier seule. « Et moi, dit-il d'une voix forte, je confirme que je partage cet amour de tout mon être. S'il y a un crime à aimer quelqu'un au point de mourir pour lui, alors que je sois damné, mais je ne laisserai pas cette personne porter seule le poids de cette accusation. » Martha se mit à pleurer en silence, comprenant enfin ce que sa protection avait provoqué. Le magistrat parut sincèrement perturbé. Il s'attendait à des dénégations répétées, et non à des aveux aussi courageux et passionnés. « Eh bien, dit Fitzwilliam, contenant à peine son plaisir, cela simplifie les choses. Monsieur le magistrat, j'exige que des poursuites judiciaires soient engagées immédiatement. » Mais avant que quiconque puisse réagir, le bruit de chevaux qui approchaient interrompit la scène. Un messager royal, reconnaissable aux couleurs de sa couronne, entra précipitamment dans la pièce. « Duchesse de Montclair, dit-il en s'inclinant, Sa Majesté le Prince Régent requiert votre présence immédiate au Palais Royal, ainsi que toutes les parties impliquées dans cette affaire. » La nouvelle était parvenue à la cour. Ce qui n'était qu'un scandale local était devenu une affaire d'intérêt royal. Le palais Saint-James n'avait jamais paru aussi imposant qu'en cette grise matinée de mars 1806. Le prince régent George, régnant à la place de son père, qui souffrait de crises d'instabilité mentale, avait décidé de juger personnellement l'affaire qui agitait tout Londres. Contrairement au roi George III, le prince régent était connu pour son goût pour le drame, le scandale et les décisions impulsives. Certains disaient qu'il avait convoqué le procès davantage pour le divertissement que par souci de justice. La grande salle était remplie de la fine fleur de la société londonienne. Ducs, comtes et marquis, leurs épouses parées de bijoux, valant des fortunes, tous étaient là pour assister à ce qu'on appelait déjà le procès du siècle. Isabelle entra dans le salon vêtue d'une tenue qui surprit tout le monde. Au lieu du deuil strict habituel, elle portait une robe bleu roi, la même couleur qu'elle avait portée le jour où elle avait acheté le contrat d'Elias. Ses cheveux blonds étaient élégamment coiffés, et son seul ornement était un simple collier de perles. C'était une déclaration silencieuse. Elle ne se considérait coupable d'aucun crime. Elias fut amené menotté, mais il garda une posture droite. L'amour d'Isabelle avait éveillé en lui une dignité que les circonstances ne pouvaient entamer. Quand son regard croisa le sien de l'autre côté de la pièce, ils sourirent tous deux discrètement, un sourire qui exprimait un courage partagé. Le prince régent, assis sur son trône d'or, observait la scène avec un intérêt sincère. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, il ne semblait pas déterminé quant au verdict. Il y avait dans cette affaire quelque chose qui défiait les conventions, d'une manière que même lui trouvait intrigante. « Approchez-vous » ordonna le prince d'une voix sonore. Isabelle marchait avec la grâce d'une reine. Elias, malgré ses menottes, se tenait droit. Ils se tenaient côte à côte devant le trône, affrontant ensemble le jugement qui allait déterminer leur destin. Lord Fitzwilliam, en tant que procureur en chef, s'est levé pour présenter son accusation. « Votre Altesse royale, nous sommes ici pour juger un crime qui dépasse la moralité personnelle. C'est une atteinte au fondement de notre société. La duchesse de Montclair, une femme qui devrait être un modèle de vertu et de bienséance, a terni son titre en s'engageant avec un serviteur sous contrat. Cet homme, dit-il en désignant Elias, a profité de sa position pour séduire une dame de la plus haute lignée.
Des murmures d'approbation résonnèrent dans l'assemblée conservatrice. Mais lorsque Fitzwilliam eut terminé, le prince régent posa une question inattendue. « Et où est la preuve de cette exploitation de position dont vous parlez, monseigneur ?» Fitzwilliam hésita. « Votre Altesse, des témoins les ont vus dans des situations compromettantes. »« Témoins ?» répéta pensivement le prince. « Et quel bénéfice précis cet homme a-t-il tiré de cette prétendue séduction ?» Le comte commença à transpirer. Il avait fondé toute son accusation sur des suppositions et des préjugés, mais aucune preuve concrète de manipulation n'existait. C'est alors que le prince se tourna vers Isabelle. « Duchesse, approchez-vous, je veux entendre votre version des faits. » Isabelle s'avança, sa voix claire et inébranlable. « Votre Altesse royale, je confirme que j'aime cet homme. Je confirme qu'il gère mes biens avec une compétence inégalée. Je confirme qu'il me traite avec un respect et une considération que tous les nobles ne montrent pas. Et je confirme que je préfère qu'on se souvienne de moi comme de la femme qui a véritablement aimé plutôt que comme de celle qui a vécu une vie vide par crainte du jugement des autres. » « Ah, et toi, mon garçon, dit le prince en s'adressant directement à Elias, comment réponds-tu à ces accusations ?» Élie leva les yeux, un geste qui aurait pu lui coûter la vie, mais qui démontrait sa dignité. « Votre Altesse, si aimer quelqu'un au point de mourir pour protéger son honneur est un crime, alors je suis coupable. Si travailler honnêtement et traiter chacun avec respect est de la séduction, alors je suis un séducteur. Mais je jure par tout ce qui est sacré, je n'ai jamais cherché à tirer profit de cet amour. J'ai proposé mon départ dès que les rumeurs ont commencé, afin de protéger la réputation de la duchesse. Je suis ici non pas par aspiration, mais parce qu'elle m'a demandé de ne pas l'abandonner. » Le prince se leva et traversa lentement la salle, ses pas résonnant dans le silence absolu. Tout le monde s'attendait à une décision traditionnelle, condamnation sans appel du serviteur et exil de la duchesse. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de complètement inattendu. « Apportez-moi les registres de l'administration des biens de la duchesse pour les 2 dernières années, » ordonna-t-il. Les documents furent rapidement récupérés. Le prince les examina attentivement, faisant preuve d'un sens des affaires que peu connaissaient. « Impressionnant, » murmura-t-il. « La productivité a augmenté de 40%. Les coûts ont diminué de 20%. Les travailleurs perçoivent des salaires supérieurs à la moyenne et on rapporte une amélioration de leurs conditions de vie. » Il leva les yeux vers Elias. « C'est toi qui as fait ça? Avec le soutien et les conseils de la duchesse? »« Oui, votre Altesse. » »« Mais dites-moi, quelle a été votre récompense pour ces résultats exceptionnels ?» Elias hésita, puis répondit honnêtement. « Juste le salaire standard d'un administrateur, votre Altesse, et l'honneur de servir une dame au caractère exceptionnel. » Le prince regagna son trône, mais ne s'assit pas. Il prononça plutôt un discours inattendu. « Mesdames et messieurs, je suis venu ici pour juger un crime. Au lieu de cela, je découvre une histoire qui bouscule nos conventions les plus profondes. Cet homme, accusé d'opportunisme, a refusé de profiter de son amour. Cette femme, accusée de s'avilir, s'est élevée au-dessus des préjugés de notre société. » Des murmures inquiets parcoururent la foule. Ce n'était pas la direction à laquelle ils s'attendaient. « Regardez ces chiffres, » poursuivit le prince en brandissant les rapports. « Regardez les résultats. Je, de serviteur, gère les domaines mieux que beaucoup de seigneurs que je connais, et il le fait non par ambition personnelle, mais par véritable compétence. » Lord Fitzwilliam a tenté d'intervenir. « Votre Altesse, quelles que soient ses compétences administratives, il reste juste un silence, » coupa le prince avec une autorité royale. « Vous, monseigneur, accusez cet homme d'abuser de sa position. Mais de quelle position ? Il travaillait pour elle, dépendant de sa bonne volonté. Si quelqu'un avait du pouvoir dans cette relation, c'était bien la duchesse. S'il y avait séduction, qui a séduit qui ? La logique était impeccable et laissa Fitzwilliam sans voix. Le prince prit alors une décision qui choqua toute la cour. « Elias,
dit-il en s'adressant directement au jeune homme, par décret royal, ton contrat de servitude est annulé. Tu es un homme libre, avec tous les droits que cela implique. La salle explosa en murmures indignés, mais le prince n'avait pas fini, plus encore. Pour vos services exceptionnels à l'économie de la campagne anglaise, je vous fais chevalier. Levez-vous, Sir Elias. La foule était sous le choc. Qu'un serviteur soit élevé au rang de chevalier était une première, mais il y avait encore plus. Quant à la duchesse, poursuivit le prince, je reconnais que sa conduite a pu enfreindre certaines conventions sociales. Par conséquent, en guise de punition symbolique, elle fera don de 10% de sa fortune à des œuvres caritatives vouées à l'éducation des orphelins. C'était une sanction minimale, plus symbolique que réelle. Le prince avait trouvé le moyen de satisfaire les conservateurs sans détruire complètement le couple. D'où cependant, dit-il avec un sourire mêlant sagesse et malice, je dois constater que le véritable amour est si rare dans notre société qu'il vaut peut-être mieux le célébrer plutôt que le condamner. Sœur Elias et duchesse Isabelle, que votre union soit un exemple que le mérite personnel peut surmonter les barrières de la naissance. Les mois qui suivirent le procès furent marqués par une adaptation extraordinaire. Le mariage de Sir Elias et de la duchesse Isabelle fut célébré lors d'une cérémonie alliant simplicité et élégance dans la chapelle du domaine, décorée de roses blanches, en présence d'une assemblée choisie, composée à la fois d'ouvriers ruraux et de quelques membres progressistes de la noblesse. Le prince régent, dans un ultime geste de soutien, envoya un cadeau de mariage qui fit jaser tout Londres, un ensemble de terres adjacentes au domaine d'Isabelle, doublant ainsi ses possessions territoriales. Le message était clair, le couple bénéficiait du soutien officiel de la couronne. Elias dut s'adapter non seulement à sa vie d'homme libre, mais aussi à celle de Sir Elias, un chevalier aux responsabilités sociales et politiques. Isabelle devint sa patiente tutrice, lui enseignant l'étiquette, l'histoire politique et les subtilités de la diplomatie noble. Il apporta à son tour une perspective totalement nouvelle sur la justice sociale et la responsabilité morale. Ensemble, ils transformèrent leur domaine en un modèle de gestion progressiste qui attira l'attention des réformateurs sociaux de toute l'Europe. Ils construisirent des écoles pour les enfants des ouvriers, instaura un système de soins médicaux gratuits et instaura des salaires équitables garantissant une véritable dignité aux employés. On ne peut bâtir la prospérité sur la misère des autres, devint la devise d'Elias, et celui qui a connu les chaînes ne devrait jamais en forger pour les autres. La société londonienne les traitait avec un mélange de fascination, de respect scrupuleux et d'envie à peine voilée. Certains nobles les évitaient complètement, surtout ceux dont les domaines ne pouvaient rivaliser avec l'efficacité et la prospérité des terres du couple. D'autres, plus pragmatiques, recherchaient à leur amitié et leurs conseils administratifs. Lady Catherine Pembroke, qui avait initialement répandu les rumeurs par inquiétude sincère, devint l'une des plus ferventes défenseuses du couple. « Vous avez fait ce que nous aimerions tous avoir le courage de faire », avoua-t-elle lors d'une visite. Vous avez préféré votre cœur à l'opportunisme et vous avez prouvé que vous aviez raison. Lord Fitzwilliam, quant à lui, ne se remit jamais complètement de l'humiliation publique. Ses propres domaines déclinèrent et il dut finalement vendre des terres pour rembourser ses dettes. Ironiquement, c'est Sir Elias qui lui offrit un poste d'administrateur secondaire, une générosité qui ne fit qu'accroître l'amertume de l'ancien comte. Martha Blackwood resta à la maison, mais elle ne put jamais se pardonner son rôle dans cette catastrophe évitée de justesse. Isabelle, avec sa générosité habituelle, non seulement lui pardonna, mais la garda aussi en confiance. « L'amour nous pousse parfois à faire des erreurs », dit-elle en larmes à la gouvernante. « L'important, c'est d'en tirer des leçons. » C'est par un après-midi d'automne ensoleillé, 2 ans après leur mariage, que la vérité éclata enfin, de manière totalement inattendue. Lord Edmund Ashworth, visiblement âgé et malade, se présenta au domaine sans prévenir.
Il était accompagné d'un avocat et affichait une expression mêlant détermination et profond remords. Isabelle l'accueillit dans le salon, intriguée mais polie. Elias était dans les champs, supervisant la récolte du blé, l'une des récoltes les plus productives que la région ait jamais connue. « Duchesse » dit Lord Ashworth, la voix tremblante sous l'effet de l'âge et de l'émotion. « J'ai un besoin urgent de parler à Sir Elias. Il s'agit de quelque chose que j'aurais dû révéler il y a longtemps, quelque chose qui pourrait tout changer. » Lorsqu'Elias fut appelé et entra dans la pièce, la ressemblance entre les deux hommes devint encore plus évidente aux yeux de tout observateur attentif. Même allure, mêmes yeux bruns expressifs, même mâchoire déterminée, même gestuelle. « Sir Elias !» commença Lord Ashworth, visiblement en peine de trouver les mots justes, « vous n'êtes pas qu'un salaud sans nom. Vous êtes mon fils. » Le silence qui suivit était pesant. Elias resta immobile, assimilant des informations qu'il avait toujours soupçonnées, mais qu'il n'avait jamais osé confirmer. « Votre mère, Maria Antonia, n'était pas une servante ordinaire, » poursuivit Lord Ashworth, les larmes aux yeux. « C'était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, intelligente, courageuse et intègre. J'étais jeune, fiancé à une femme que je n'aimais pas, et quand j'ai rencontré Maria, sa voix se brisa. Les larmes qu'il avait retenues pendant plus de 20 ans finirent par couler. Je l'aimais comme je n'ai jamais aimé personne avant et depuis. Mais la société, la famille, les obligations, la peur, j'étais lâche. Quand j'ai appris qu'elle attendait un enfant, je lui ai proposé de l'argent, une maison dans un autre comté. J'ai même envisagé d'affronter le scandale et de l'épouser. Mais elle a tout refusé. Elias écoutait en silence. Son visage était un masque de contrôle émotionnel. « Pourquoi » demanda-t-il finalement. « Parce que, » Lord Ashworth déglutit. « Elle a dit qu'elle préférait élever son fils dans la pauvreté et la dignité plutôt que dans la richesse et la honte. Elle a dit que, si je n'avais pas le courage de la prendre publiquement pour épouse, je ne méritais pas d'être le père de son fils. » Isabelle, restée silencieuse, prit discrètement la main d'Elias, lui offrant un soutien silencieux. « Et pourquoi me dis-tu ça maintenant » demanda Elias d'une voix maîtrisée mais chargée d'émotion. Lord Ashworth sortit une enveloppe scellée de sa poche. « Parce que je suis mourant. Les médecins m'ont donné 6 mois, peut-être moins. Et parce que ce que vous êtes devenu, un homme honorable, un chevalier respecté, un mari exemplaire, prouve que Mary avait raison. Elle vous a mieux élevé seule que je n'aurais pu l'avoir fait avec tout mon argent et ma position. » L'enveloppe contenait des documents juridiques complexes. Un certificat de naissance modifié, une reconnaissance officielle de paternité, un testament et, le plus surprenant de tous, des documents transférant le titre de Lord Ashworth à Elias. « Je n'ai pas d'autres héritiers, » expliqua le vieux seigneur. « Mon mariage arrangé n'a jamais donné naissance à des enfants. Tu es mon seul descendant, et à ma connaissance, le seul à honorer dignement le nom de famille. » Elias lut les documents en silence. Son visage exprimait une tempête d'émotions. Lorsqu'il eut terminé, il leva les yeux et dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Sais-tu ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu m'aies abandonné à ma naissance. C'est que tu m'aies laissé être vendu comme esclave, sachant que j'étais ton fils légitime. » Lord Ashworth baissa la tête, sans aucune défense possible pour cet acte. « Mais, » poursuivit Elias, « ce voyage était peut-être nécessaire. Si tu m'avais élevé comme un fils, je n'aurais jamais développé une véritable force de caractère. Je n'aurais jamais connu la valeur de l'effort. Je n'aurais jamais appris à apprécier chaque réussite. Et surtout, je n'aurais jamais rencontré Isabelle. » Il prit la main de sa femme et continua, la voix devenant ferme. « J'accepte la reconnaissance de paternité, pas pour moi-même. Je suis déjà sur Elias, et cela me suffit. Mais pour les enfants qu'Isabelle et moi aurons, ils ne porteront aucune marque de bâtardise ou d'origine modeste. Quant au titre et à l'héritage, il hésita longtemps avant de se décider. J'accepte également la responsabilité qui découle de ce titre,
Mais à une condition, j'utiliserai ce poste et les ressources dont je dispose pour poursuivre l'œuvre que nous avons commencée ici. L'éducation pour tous, la couverture santé universelle et des salaires équitables. Si je veux être un seigneur, je serai un seigneur qui honore véritablement ses responsabilités envers son peuple. Lord Ashworth sourit à travers ses larmes, peut-être le premier véritable sourire de sa vie. « Ta mère serait fière », murmura-t-il. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette révélation transformatrice. Le domaine des actuels Lord et Lady Ashworth était devenu non seulement l'un des plus prospères d'Angleterre, mais aussi un centre d'innovation sociale attirant des visiteurs de toute l'Europe. Elias, désormais officiellement Lord Elias Ashworth, s'était révélé un intendant visionnaire, non seulement pour ses propres terres, mais aussi comme conseiller informel du prince régent sur la réforme agraire. Isabelle utilisa son influence grandissante pour fonder des écoles de filles et des orphelinats, qui devinrent des modèles imités dans d'autres comtés. Ils eurent 3 enfants. Edmund, 4 ans, prénommé du nom du grand-père qui en avait finalement assumé la paternité. Maria, 2 ans et demi, prénommée du nom de la grand-mère qu'Elias n'avait jamais rencontrée mais qu'il portait toujours dans son cœur. Et le petit Georges, âgé de quelques mois seulement, prénommé du nom du prince régent qui avait rendu leur union possible. Les enfants grandissaient dans un environnement unique, entourés de livres et de jouets coûteux, mais aussi jouant librement avec les enfants des ouvriers agricoles. Elias veillait à ce qu'ils soient exposés à la fois à des salons et des écuries élégants, à la littérature classique et à la valeur du travail honnête. « Je veux que tu comprennes », dit-il à Isabelle, tandis qu'il regardait Edmund aider l'un des jardiniers à planter des roses, que le privilège sans responsabilité est une tyrannie, et que la naissance sans caractère ne vaut rien. La société londonienne avait non seulement accepté le couple à contre-cœur, mais avait aussi commencé à le respecter sincèrement. Lord Elias s'était révélé non seulement un administrateur exceptionnel, mais aussi un diplomate habile et un généreux philanthrope. Lorsque l'Angleterre fut confrontée à une famine due aux mauvaises récoltes dans d'autres comtés, ce furent les domaines d'Ashworth qui fournirent des céréales à prix subventionnés aux régions les plus durement touchées. Le pouvoir n'est justifié que lorsqu'il est utilisé pour protéger les plus vulnérables est devenu une autre devise d'Elias, fréquemment citée dans les cercles politiques progressistes. Lady Catherine Pembroke, désormais l'une des amies les plus proches du couple, lui a apporté une nouvelle surprenante lors d'une visite. « Savez-vous que vous êtes devenue une légende ? Des pièces de théâtre vous sont consacrées dans 3 villes différentes, et j'ai entendu dire que quelqu'un écrivait un roman inspiré de votre histoire. » Isabelle rit, de ce rire cristallin qui donnait encore à Elias l'impression d'être un jeune homme amoureux. « J'espère qu'ils rendront notre histoire plus intéressante dans la fiction qu'elle ne l'était dans la réalité. »« Impossible, » répondit Catherine. La réalité était déjà trop extraordinaire. Par une matinée ensoleillée de printemps, 10 ans après cette première rencontre sur la place des Enchères, Lord Elias se promenait dans les jardins de son domaine, portant le petit Georges sur ses épaules, tandis qu'Edmund et Maria couraient devant, chassant les papillons parmi les rosiers. Isabelle, radieuse à 38 ans et enceinte de son 4e enfant, observait la scène depuis le balcon avec un sourire de profonde satisfaction. La transformation fut totale et impressionnante. Le jeune homme vendu comme esclave était désormais Lord Ashworth, membre respecté de la Chambre des Lords, conseiller royal et propriétaire de terres parmi les plus productives d'Angleterre. Plus important encore, c'était un mari dévoué et un père aimant qui n'oubliait jamais ses humbles origines. « Papa !» dit Edmund avec la curiosité typique d'un enfant de 4 ans. « Est-il vrai que tu étais pauvre autrefois ?» Élie savait que cette question se poserait un jour. Il s'arrêta et déposa son plus jeune fils à terre, s'agenouillant à la hauteur des yeux des enfants. « Oui, Edmund,
Père était très pauvre autrefois, il dormait dans les écuries, travaillait jusqu'à en avoir les mains au sang, il avait faim. Mais pourquoi demanda Maria, ses yeux bleus, héritage de sa mère, brillant d'une compassion précoce. Parce que la vie nous met parfois dans des situations difficiles pour nous apprendre des choses importantes. J'ai appris la valeur du travail, j'ai appris à ne jamais abandonner mes rêves, j'ai appris que la personnalité d'une personne est plus importante que son argent. Et comment as-tu cessé d'être pauvre continua Edmund. Elias sourit en regardant Isabelle sur le balcon. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a vu en moi non pas ce que j'étais, mais ce que je pouvais devenir. Et parce que j'ai travaillé si dur pour être digne de cet amour. « Maman !» s'exclama Maria en frappant dans ses mains. « Exactement. Maman m'a appris que le véritable amour peut tout transformer. » Georges, encore trop jeune pour comprendre les paroles, rit simplement et tendit ses petits bras vers son père, qui le prit dans ses bras avec une infinie tendresse. « Et sais-tu quelle est la partie la plus importante de cette histoire ?» demanda Elias. « Lequel ?» demandèrent les enfants en chœur. « Maintenant, tu n'auras plus jamais à vivre ça, mais tu n'oublieras jamais non plus que certaines personnes vivent ça. Et quand tu seras grand, tu utiliseras tes privilèges pour aider ceux qui sont dans le besoin, comme maman m'a aidé. » Edmund fronça les sourcils, pensif. « Papa, regrettes-tu d'être pauvre ?» La question était plus profonde qu'un enfant de 4 ans ne pouvait l'imaginer. Elias réfléchit un instant avant de répondre « Non, mon fils, car si je n'avais pas traversé tout ça, je ne serais pas devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas rencontré ta mère comme ça, je n'aurais pas appris à apprécier chaque bénédiction que nous avons. Et tu n'existerais pas exactement tel que tu es. » Isabelle s'est approchée, enveloppant la famille dans une étreinte collective qui symbolisait tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. De plus, ajouta-t-elle en embrassant le front de son mari, « votre histoire prouve quelque chose de très important. Peu importe où vous êtes né ou dans quelle situation vous vous trouvez, si vous avez du caractère, du courage et que vous trouvez des gens qui croient en vous, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. » 20 ans s'étaient écoulés depuis ce matin froid où Elias fut traîné à la vente aux enchères. À 40 ans, Lord Elias Ashworth était désormais une figure respectée non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe. Ces réformes sociales avaient inspiré des législations progressistes dans plusieurs pays. Et ces domaines étaient considérés comme un modèle de gestion humaine et efficace. Le domaine était devenu une petite ville prospère. Outre des terres agricoles, il comprenait des écoles, un hôpital, des ateliers d'artisanat, une bibliothèque publique et même un petit théâtre où étaient jouées des pièces écrites par les habitants eux-mêmes. C'était une communauté autonome, où nobles et ouvriers vivaient en harmonie et respect, unis par le but commun de construire un monde meilleur. Isabelle, à 48 ans, était devenue l'une des femmes les plus influentes d'Angleterre. Mère de 5 enfants, le plus jeune, William, était né 3 ans plus tôt, elle présidait un réseau d'associations caritatives réparties dans tout le royaume. Sa beauté avait mûri et s'était muée en une élégance sereine, et ses yeux bleus conservaient la même intensité qui avait captivé Elias des décennies plus tôt. Les enfants du couple avaient grandi avec une conscience sociale rare dans l'aristocratie. Edmund, à 17 ans, étudiait le droit en se concentrant sur les réformes sociales. Maria, à 15 ans, écrivait des articles pour des journaux progressistes sous un pseudonyme. Georges, à 13 ans, faisait preuve d'un talent d'ingénieur exceptionnel et rêvait de construire des ponts et des routes reliant des communautés isolées. Les jumeaux Anne et William, à 10 ans, parlèrent déjà couramment avec des enfants de toutes les classes sociales et considéraient l'égalité comme un acquis. « Vous avez élevé une génération qui va changer le monde », a observé Lady Catherine lors d'une visite, aujourd'hui une femme d'une 60aine d'années, fière d'avoir été témoin de la transformation du couple. Un après-midi d'hiver, alors que la famille se réchauffait devant la cheminée de la pièce principale, Edmund posa une question qui mena à une conversation mémorable.
Père, mère, pensez-vous que cela vaut la peine de lutter contre les conventions sociales quand vous êtes sûr que quelque chose est bien? Elias et Isabelle échangèrent un regard chargé de souvenirs. Cette question touchait au cœur de leur propre parcours. « Mon fils, répondit Élie, parfois les conventions sociales existent pour de bonnes raisons. Protéger les gens, maintenir l'ordre, préserver des valeurs importantes. Mais d'autres fois, elles n'existent que pour maintenir les privilégiés au pouvoir et les opprimer à leur place. Comment connais-tu la différence? Demanda Maria. Il faut toujours se demander, répondit Isabelle, si une règle favorise la justice ou l'injustice, si elle protège les personnes vulnérables ou leur porte préjudice, si elle repose sur l'amour ou la peur. Et si vous découvriez qu'une convention est injuste, poursuivit Edmund, alors vous avez l'obligation morale de la remettre en question, dit Elias avec fermeté, mais toujours dans le respect d'autrui, en essayant d'éduquer avant de confronter, et toujours prêt à payer le prix de vos convictions. C'est ce que tu as fait? Demanda Georges. C'était le cas, confirma Isabelle. Et cela nous a coûté cher. Nous avons perdu des amis, subi des humiliations et presque tout perdu. Mais nous avons gagné quelque chose de plus précieux que tout, la certitude de vivre selon nos principes et l'amour qui nous a permis de surmonter tous les obstacles. William, toujours le plus direct, posa la question à laquelle tout le monde pensait. Et ça valait le coup? Elias regarda chacun de ses enfants, puis Isabelle, qui lui tenait la main avec la même tendresse que le premier jour. « Regardez autour de vous, dit-il doucement. Vous cinq, vous existez parce que nous avons eu le courage de défier le monde. Des centaines de familles ont une vie meilleure parce que nous avons refusé d'accepter que les choses devaient toujours être comme elles étaient. 2 personnes qui s'aimaient ont réussi à rester ensemble malgré toutes les barrières. Oui, cela valait chaque larme, chaque humiliation, chaque instant de peur. De plus, ajouta Isabelle en souriant, notre histoire prouve que le véritable amour trouve toujours un chemin. Et lorsqu'il y parvient, il devient une force capable de transformer non seulement 2 vies, mais le monde qui les entoure. Bien des années plus tard, alors que Lord Elias et Lady Isabel Ashworth étaient déjà entrés dans la légende, leur histoire continuait à être racontée, non pas comme un scandale qui secouait la société, mais comme la preuve que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles et transformer le monde. La propriété qui avait été le témoin de leur première rencontre est restée dans la famille pendant des générations, devenant une sorte de sanctuaire où des gens du monde entier venaient apprendre la gestion humanitaire, la réforme sociale et surtout le courage de suivre son cœur. Edmund devint l'un des plus grands réformateurs sociaux de son époque, créant des lois protégeant les droits des travailleurs dans toute l'Europe. Mary écrivit des romans qui inspirèrent toute une génération de femmes à se battre pour leurs droits. Georges construisit des ponts et des routes reliant des communautés isolées, mais sa plus grande réussite fut un réseau d'écoles techniques pour les jeunes de toutes les classes sociales. Anne devint médecin, l'une des premières femmes à accéder à ce poste, et consacra sa vie à l'aide aux plus démunis. William suivit les traces de son père en matière de gestion foncière, mais étendit ce modèle à d'autres pays, créant des communautés prospères et justes sur 3 continents. Ils ont tous grandi en sachant qu'ils étaient le fruit de l'amour le plus pur et le plus courageux, et ils ont porté cette leçon dans leur propre vie et dans leur famille. On raconte que les soirs de pleine lune, on entend encore l'écho de leurs rires passionnés s'élever de la roseraie où Elias et Isabelle se promenaient main dans la main, et que le parfum de jasmin qu'elles portaient flotte encore dans l'air certains soirs, comme si leur amour avait imprégné à jamais ce lieu sacré. Mais la véritable immortalité d'Elias et Isabelle ne résidait pas dans les pierres du manoir, ni dans les pages des livres d'histoire. Elle résidait en chaque personne qui, après avoir entendu leur histoire, avait trouvé le courage de suivre son cœur, en chaque femme qui avait choisi l'amour plutôt que la commodité, en chaque homme qui avait refusé d'accepter les limites imposées par la société,
en chaque couple qui avait osé défier les conventions pour construire quelque chose de vrai et de durable. La double pierre tombale du cimetière de la petite église du domaine porte une inscription simple mais puissante. Ici reposent Elias et Isabelle Ashworth. Lui, né serviteur et mort seigneur. Elle, née noble et morte plus noble encore. Ensemble, ils ont prouvé que le véritable amour ne connaît pas de frontières, n'accepte aucune limite et trouve toujours une issue. Et juste en dessous, en lettres plus petites mais tout aussi importantes, que votre histoire inspire tous ceux qui croient que l'amour peut transformer le monde. Parce qu'en fin de compte, ils ont prouvé une vérité universelle et éternelle. Peu importe d'où vous venez, quelles chaînes ont essayé de vous lier ou quels murs ont essayé de vous séparer de ceux que vous aimez. Le véritable amour trouve toujours un moyen. Et quand il le trouve, rien, absolument rien, ne peut l'arrêter. L'amour ne libère pas seulement deux âmes. Il transforme tout ce qui les entoure, créant des ondulations de changement qui s'étendent sur des générations, touchant des vies qui ne sont pas encore nées, inspirant des cœurs qui n'ont pas encore commencé à battre. L'histoire d'Elias et Isabelle est la preuve vivante que certains amours sont si puissants qu'ils transcendent le temps, l'espace et même la mort. Ces amours deviennent légendaires, non pas pour le drame qu'ils ont causé, mais pour l'espoir qu'ils ont semé. Et cet espoir reste vivant, attendant de s'éveiller dans chaque cœur qui ose croire que l'impossible n'est qu'un mot, qui ne comprend pas le pouvoir transformateur du véritable amour. Alors, cette histoire vous a-t-elle touché? Après avoir suivi le parcours d'Elias et Isabelle, laissez un commentaire. Croyez-vous que l'amour puisse vraiment surmonter tous les obstacles? Et dites-moi aussi, de quelle ville ou de quel pays nous suivons-nous? J'adore savoir que nos histoires touchent à des lieux aussi divers. Si cette histoire de dépassement de soi, de courage et d'amour véritable vous a touché, vous tomberez sous le charme des prochains romans d'époque que je vous réserve. Il y en a un qui raconte l'histoire d'une princesse qui se fait passer pour une roturière pour échapper à un mariage arrangé et qui finit par tomber amoureuse d'un révolutionnaire. Un autre raconte l'histoire d'un pirate qui découvre que son plus grand ennemi est en fait le grand amour de sa vie. Et un troisième raconte l'histoire d'une veuve qui hérite d'un château maudit et de l'homme mystérieux qui apparaît pour la sauver. Des histoires qui vous feront battre le cœur et vous rempliront les yeux de larmes d'émotion. Pour ne rien manquer de ces expériences incroyables, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous approchons des 1000 abonnés et j'ai vraiment besoin de votre soutien pour vous dévoiler toutes les nouvelles spéciales que je vous réserve. Une fois cet objectif magique de 1000 abonnés atteint, j'organiserai des diffusions en direct spéciales pour partager des anecdotes en coulisses, créer des scénarios à partir de vos suggestions et révéler les secrets de création de ces romances qui nous touchent tant. Votre abonnement est le carburant qui m'inspire à poursuivre mes recherches, à écrire et à créer ces histoires pleines d'amour et d'espoir. Et cela ne coûte rien, mais cela fait toute la différence pour moi. N'oubliez pas de laisser un j'aime si l'histoire d'Isabelle et Elias vous a touché. Chaque j'aime me montre que je suis sur la bonne voie et me donne envie de créer du contenu qui vous touche encore plus. Et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la publication d'une nouvelle histoire à couper le souffle. Rendez-vous dans la prochaine histoire, où l'amour triomphe toujours de toute adversité.